Voici l'histoire complète. Pas un résumé, pas un montage de moments forts. Voici le récit intégral de la façon dont un homme ordinaire, un employé de bureau discret, oubliable, sans capacité particulière, sans lignée cachée, sans pouvoir latent d'aucune sorte, est devenu la personne la plus importante de l'Apocalypse. Pas parce qu'il était l'élu, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait fait quelque chose que personne d'autre sur la planète n'avait fait. Il avait lu le livre. Kim Dok-ja a passé 13 ans de sa vie comme unique lecteur d'un web-roman intitulé « 3 Ways to Survive in a Ruined World ». 551 chapitres, des milliers de pages, une histoire si longue, si obscure, que son auteur écrivait essentiellement pour un public d'un seul. Et quand ce roman a cessé d'être de la fiction, quand les événements décrits dans ces pages ont commencé à se produire dans le monde réel, en temps réel, à de vraies personnes, Kim Dok-ja est devenu le seul être humain vivant qui savait ce qui allait se passer. Voici Omniscient Reader's Viewpoint. Et pendant la prochaine demi-heure, je vais vous guider à travers chaque arc majeur des 100 premiers chapitres. Du moment où le monde s'effondre dans un métro, jusqu'au moment où Kim Dok-ja cesse d'être un lecteur et commence à devenir quelque chose que l'histoire n'avait jamais prédit. Si vous avez vu notre couverture standard de ORV, considérez ceci comme la version longue. Chaque arc, chaque personnage, chaque retournement. Commençons. Pour comprendre la suite, vous devez d'abord comprendre l'homme au centre de tout. Kim Dok-ja avait 30 ans. Il travaillait dans une entreprise. Il prenait le métro. Pas d'amis proches, pas de relations amoureuses, aucun loisir que son entourage aurait pu nommer. Le genre de personne qui occupe l'espace sans le déranger. Présente dans le monde, mais sans y laisser d'empreinte. S'il disparaissait, le vide se refermerait en quelques jours. Ce qu'il avait, la seule chose qui donnait du relief à sa vie, c'était un web-roman. 3 Ways to Survive in a Ruined World avait été écrit par un auteur publiant sous pseudonyme. La sérialisation avait commencé plus d'une décennie plus tôt, et selon les standards de la fiction en ligne, c'était une épopée. Des centaines de chapitres relatant l'histoire d'un homme nommé Yu Jung-hyuk, qui survivait à une apocalypse grâce à un mélange de capacités extraordinaires, de décisions impitoyables et d'un pouvoir appelé régression. Jung-hyuk pouvait recommencer. Quand il mourait, il revenait au début, portant la mémoire de sa vie précédente. Il revivait l'apocalypse encore et encore, affinant son approche à chaque itération, érodant un peu plus son humanité à chaque cycle. Ce n'était pas un roman populaire. L'écriture était dense, les arcs étaient longs. Le protagoniste était délibérément difficile à aimer, froid, violent, prêt à sacrifier quiconque ne suivait pas le rythme. Les lecteurs abandonnaient par dizaines, puis par centaines, puis par milliers. Vers les dernières années de sérialisation, la section commentaires était vide. Les vues étaient négligeables. L'auteur écrivait dans le néant. Sauf pour Dok-ja. Dok-ja restait. Pas parce que le roman était facile, ni parce qu'il manquait d'autres options. Il restait parce que ce roman était le seul endroit où le monde avait un sens pour lui. Les scénarios avaient des règles. Les personnages avaient des arcs. La souffrance avait une structure. Dans une vie qui semblait informe et sans but, le roman lui offrait un récit à suivre. Et il le suivait avec la dévotion de quelqu'un qui n'avait rien d'autre. Il laissait des commentaires, à chaque chapitre, même quand personne d'autre ne lisait, même quand l'auteur ne répondait jamais. Il tapait ses réactions dans le vide parce que l'acte d'interagir avec l'histoire était, pour lui, la chose la plus proche d'un lien humain. 13 ans, 551 chapitres. Et puis, le jour où le roman a publié son dernier chapitre, le jour où l'histoire s'est achevée, l'histoire est devenue réelle. Tout commence dans le métro. Dok-ja lit le dernier chapitre sur son téléphone quand la rame tressaille. Les lumières vacillent. Dehors, le ciel change, pas dramatiquement, pas dans un embrasement ni dans les ténèbres, mais avec une anomalie subtile que le corps perçoit avant que l'esprit
puisse la nommer. Quelque chose de fondamental dans la réalité a basculé. Et puis, l'annonce. Une voix, plate, mécanique, ni masculine, ni féminine, résonne dans la tête de chaque personne du wagon. Elle se présente comme le système. Elle annonce que le premier scénario a commencé. Les règles sont simples. Survivre. Les paramètres sont précis. Tuer les monstres qui vont apparaître ou être tués par eux. La participation est obligatoire. La sanction du refus est la mort. Les passagers réagissent comme réagissent les humains. Cris, déni. Marchandage avec une voix qui ne négocie pas. Certains se figent. Certains saisissent des armes, parapluies, sacs, n'importe quoi. Certains se retournent, les uns contre les autres, comme si la menace pouvait être redirigée par la violence vers quelque chose de familier. Kim Dok-ja se lève. Il avance au centre du wagon. Et avec un calme qui terrifie les gens autour de lui plus que les monstres eux-mêmes, il commence à donner des instructions. Il connaît ce scénario. Il a lu ce chapitre. Les monstres du premier scénario du métro sont de bas niveau, dangereux pour des civils non préparés, mais gérables si l'on comprend leur schéma d'attaque et leurs faiblesses. Dok-ja comprend les deux parce que le roman décrivait ce scénario en détail. Il sait quelles armes sont efficaces. Il sait le rythme des apparitions. Il connaît la condition cachée, l'objectif secret enfoui dans le scénario qui, si elle est remplie, octroie une récompense significative. Il organise les survivants. Pas par charisme. Dok-ja n'est pas charismatique. Pas par autorité. Il n'en a aucune. Il y parvient par la précision. Il dit aux gens exactement quoi faire, exactement quand le faire. Et il est si précisément correct que l'obéissance devient la voie de moindre résistance. Le scénario est complété. Les survivants, hébétés, ensanglantés, peinant à assimiler ce qui vient de se passer, regardent l'homme discret qui les a guidés et posent la question évidente. Comment savait-il ? Dok-ja ne répond pas. Parce que la réponse « j'ai lu ça dans un roman » paraîtrait insensée. Et parce que la vérité est plus compliquée. Il n'a pas seulement lu ce scénario. Il a lu chaque scénario. Il connaît toute l'intrigue. Et il sait que le métro n'était que le commencement. Et puis Dok-ja le rencontre. Yoo Jung-hyuk, le protagoniste de Three Ways to Survive in a Ruined World. Le régresseur, l'homme qui a déjà traversé cette apocalypse, pas dans un roman, mais en personne, plusieurs fois. Il est dans cette itération des scénarios, traversant les premiers événements avec la compétence terrifiante de quelqu'un qui a déjà fait tout cela. Dans le roman, Jung-hyuk était le héros, le plus puissant des humains. Celui qui survivait à chaque scénario par une combinaison de capacités de combat écrasantes, de génie stratégique et de la régression qui lui offrait des tentatives infinies. Il était aussi, dans les arcs plus tardifs, à peine humain. Ses viles répétées avaient effacé l'empathie, le lien et tout ce qui ne pouvait être optimisé pour la survie. Il abandonnait les alliés qui le ralentissaient. Il tuait les menaces préventivement. Il abordait l'apocalypse comme un système à résoudre et chaque être humain à l'intérieur comme un outil ou un obstacle. Dok-ja sait tout cela. Il a lu chaque arc de l'histoire de Jung-hyuk. Il connaît ses techniques de combat, ses schémas stratégiques, ses vulnérabilités cachées. Il connaît les moments où Jung-hyuk a hésité, les gens qui contiennent pour lui, malgré ses efforts, pour ne tenir à personne, les échecs précis qui le hantaient à travers les régressions. Rencontrer Jung-hyuk en personne ne ressemble à rien de ce que Dok-ja avait imaginé. Le roman le décrivait comme froid et efficace. En personne, il est ces choses. Mais il est aussi présent d'une manière que le texte ne pouvait transmettre. Sa densité, l'épuisement derrière la compétence, la façon dont ses yeux balayent chaque pièce à la recherche de menaces avec la précision mécanique de quelqu'un pour qui la détente est un concept oublié. Dok-ja aborde cette relation avec une stratégie qui lui est propre. Il ne peut révéler qu'il a lu l'histoire de Jung-hyuk. Le régresseur ne le croirait pas, ou le considérerait comme une menace à éliminer. À la place, Dok-ja se positionne comme utile. Il offre des informations, pas toutes, juste assez pour démontrer sa valeur. Il fait des prédictions qui se révèlent exactes.
Il fournit une analyse stratégique que Jung-Hyuk reconnaît comme solide. Et Jung-Hyuk, malgré chaque instinct affûté par de multiples régressions, ne parvient pas à cerner Dokja. Cet homme ordinaire, cet employé de bureau physiquement insignifiant, ne devrait pas savoir les choses qu'il sait. Il ne devrait pas pouvoir prédire les mécaniques d'un scénario avant leur activation. Il ne devrait pas comprendre les propres schémas de Jung-Hyuk assez bien pour anticiper ses décisions. Jung-Hyuk ne fait pas confiance à Dokja. La confiance est une monnaie que le régresseur a cessé de dépenser il y a des vies. Mais il l'utilise. Et Dokja, qui s'y attendait, qui a lu les chapitres où Jung-Hyuk utilisait puis jetait ses alliés, accepte d'être utilisé, parce que la proximité du protagoniste est, pour l'instant, la position la plus sûre disponible. La dynamique entre eux est la colonne vertébrale émotionnelle de toute l'histoire. Un lecteur qui sait tout d'un personnage. Un personnage qui ne peut comprendre comment cet étranger voit à travers lui. La connaissance sans la compréhension d'un côté. Le pouvoir sans le lien de l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre d'une manière que ni l'un ni l'autre n'est prêt à formuler. Et l'histoire passera des centaines de chapitres à explorer ce qui se produit quand ils le font enfin. Les scénarios ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des spectacles orchestrés, gérés par un système nommé The Star Stream et observés par des êtres appelés constellations. Constellations sont, dans les termes les plus simples, des dieux. Des figures tirées de chaque mythologie, chaque légende, chaque tradition religieuse, des êtres divins existant sur un plan au-dessus du monde mortel et qui traitent les scénarios d'Apocalypse comme une forme de divertissement. Ils regardent, ils commentent, ils parient, ils parrainent des humains, leur accordant du pouvoir en échange de performances captivantes. La monnaie, ce sont les coins. Constellations investissent des coins dans les humains qu'ils trouvent intéressants. Les humains utilisent des coins pour acheter compétences, objets et avantages de survie via le système de boutique de The Star Stream. L'Apocalypse entière est, à sa racine structurelle, une industrie du divertissement. Et les humains qui se battent pour leur vie en sont le contenu. La résonance métatextuelle est immédiate et délibérée. The Constellations sont un public. Les humains sont des personnages. The Star Stream est une plateforme de publication. Et les scénarios sont des chapitres d'une histoire écrite en temps réel par la souffrance de vraies personnes. Kim Dokja comprend cette architecture parce que le roman l'a expliqué. Il connaît les constellations majeures, leur tempérament, leurs préférences, leurs rivalités. Il sait lesquels sont des mécènes généreux et lesquels sont des observateurs sadiques qui jouissent de voir leurs humains élus échouer. Il connaît l'économie de The Star Stream, comment circulent les coins, comment fonctionnent les parrainages, comment attirer l'attention sans attirer la mauvaise. Il acquiert tôt son propre mécène Constellation. La relation est transactionnelle. The Constellation fournit le pouvoir et Dokja fournit un récit qui vaille la peine d'être regardé. Mais c'est aussi, d'une manière que l'histoire explore avec une subtilité croissante, une relation entre lecteur et personnage inversé. The Constellation regarde Dokja comme Dokja regardait autrefois Jung-Hyuk, à distance, avec fascination, avec ce mélange d'affection et de détachement que le public ressent pour les personnages de fiction. L'ironie est exquise et intentionnelle. Dokja a passé 13 ans en tant que public. Maintenant, il est la performance. Et les dieux qui le regardent font, à tous égards, exactement ce qu'ils faisaient. Lire l'histoire d'une personne qu'ils ne comprennent pas pleinement et s'investir dans sa survie. Le système est élégant dans sa cruauté. Les humains sans parrainage ne reçoivent aucun pouvoir. Les humains sans pouvoir ne peuvent compléter les scénarios. Les humains qui ne complètent pas les scénarios meurent. The Star Stream est une méritocratie du spectacle. La survie est accordée à ceux qui performent, et la performance est jugée par des êtres dont les standards ont été façonnés par des millénaires de mythologie. Les dieux veulent des héros, ils veulent des méchants.
Ils veulent sacrifice et triomphe, et le genre d'ironie dramatique qui rend une histoire digne d'être racontée. Dokja comprend d'instinct que The Constellations ne juge pas la force, il juge la qualité narrative. Un humain qui se bat bravement contre l'impossible est plus intéressant qu'un humain qui gagne facilement. Un humain qui consent à un sacrifice douloureux est plus marquant qu'un humain qui ne sacrifie rien. The Starstream ne récompense pas le pouvoir, il récompense l'histoire. La politique des The Constellation s'intensifie à mesure que les scénarios progressent. Des figures mythologiques majeures, issues des traditions coréennes, grecques, hindoues, nordiques et chinoises, se disputent l'influence sur le récit humain. Certains veulent des héros, certains veulent des méchants, certains veulent des tragédies. La préférence de chaque constellation façonne les scénarios qu'ils parrainent, créant un monde où l'apocalypse n'est pas seulement survécu, mais performé, et où la qualité de la performance détermine qui reçoit du pouvoir et qui ne reçoit rien. Dokja navigue dans tout cela avec le double avantage de sa connaissance du roman et de sa compréhension native de ce que veut un public. Il a été public toute sa vie. Il comprend instinctivement la satisfaction narrative, les temps forts, les révélations, les moments de tension et de relâchement qui maintiennent l'investissement du spectateur. Il performe pour The Constellations non parce qu'il y prend plaisir, mais parce que leur intérêt est la seule ressource qui le maintient en vie. Le protagoniste du roman survivait seul. Yoo Jung-hyuk, à travers ses nombreuses régressions, gardait son cercle restreint et ses attachements inexistants. Les compagnons étaient temporaires, les alliances stratégiques. L'approche du régresseur face à l'apocalypse était fondamentalement solitaire. Il avait appris, à travers des vies répétées, que s'attacher aux gens était une inefficacité qu'il ne pouvait se permettre. Kim Dokja prend un autre chemin, pas parce qu'il est plus noble que Jung-hyuk, ni parce que le roman lui a enseigné une meilleure stratégie. Il prend un autre chemin, parce qu'il est un autre genre de personne. C'est un lecteur. Et les lecteurs s'attachent aux personnages. Ils prennent parti. Ils pleurent quand les personnages meurent. L'expérience entière de la lecture est un exercice consistant à tenir à des gens qui ne sont pas réels. Sauf que maintenant, ils le sont. Et Dokja découvre, à sa propre surprise, que les attachements formés en lisant ne diminuent pas quand les personnages deviennent des personnes. Ils s'intensifient. Lee Ji est la première. Dans le roman, c'était l'une des disciples de Jung-hyuk, une épéiste impétueuse et talentueuse qui idolâtrait le régresseur et combattait à ses côtés à travers plusieurs arcs. Dokja la cherche avant Jung-hyuk. Il reconnaît son potentiel, non par observation, mais parce qu'il a lu tout son arc. Il connaît la combattante qu'elle deviendra. Il connaît la loyauté dont elle est capable. Et il la recrute, non parce que le roman le lui dit, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée qu'une personne sur laquelle il a passé des années à lire meurt parce que personne n'a vu sa valeur à temps. Jung Hae-won suit. Une femme qui, dans le roman, était un personnage mineur des premiers arcs. Quelqu'un qui apparaissait, contribuait, puis s'estompait. Dokja lui donne un rôle plus grand. Il investit dans sa survie, sa croissance, ses capacités. Il lui enseigne des choses que le roman ne lui avait jamais donné l'occasion d'apprendre. Il change son histoire, non parce que l'intrigue l'exige, mais parce qu'il tient à une personne que l'auteur original n'avait pas jugée assez importante pour la développer. C'est ici que ORV devient quelque chose d'extraordinaire. Dokja ne suit plus le roman. Il l'édite. Il prend les personnages auxquels l'auteur avait accordé des rôles limités et il les développe. Il réécrit des destins scellés dans le texte. Il fait ce que chaque lecteur passionné a toujours voulu faire. Tendre la main à l'intérieur de l'histoire et sauver les gens que l'histoire s'apprêtait à sacrifier. Le groupe grandit. Chaque membre est quelqu'un que Dokja connaît par le roman. Leurs forces, leurs faiblesses, leur destin futur. Et chaque recrutement est un acte de défi contre un récit qui traitait ces gens comme jetables. Dokja ne construit pas une équipe. Il refuse
que l'histoire tue les gens auxquels il tient. Yoo Han Soo-young entre aussi en scène, une femme dont le rapport au roman est plus compliqué que Dokja ne le réalise d'abord, et dont l'intelligence et l'ambition la rendent à la fois allié inestimable et électron libre dangereux. Le groupe n'est pas une collection d'archétypes, c'est un ensemble de gens spécifiques, faillibles, compliqués, qui apprennent à dépendre les uns des autres dans un monde conçu pour rendre la dépendance fatale. Le coût émotionnel est visible. Chaque intervention change l'intrigue. Chaque vie sauvée crée une onde qui éloigne la chronologie de la séquence établie du roman. Le plus grand avantage de Dokja, sa connaissance de la suite, s'érode à chaque personne qu'il sauve. Il échange la certitude contre le lien, la supériorité stratégique contre l'attachement émotionnel, la sécurité du connu contre le risque de l'inédit. Et il fait cet échange volontairement, parce que 13 ans de lecture lui ont appris quelque chose que le protagoniste du roman n'a jamais appris. L'histoire ne vaut rien si l'on ne tient pas aux gens qui la peuplent. Les premiers scénarios sont des filtres, de simples événements de survie conçus pour séparer les capables des incapables. Mais à mesure que les arcs progressent, les scénarios évoluent vers quelque chose de plus sophistiqué, plus cruel. Les disaster scénarios sont des défis à l'échelle d'événements affectant des régions entières. Il ne s'agit pas de tuer des monstres ou de remplir des objectifs. Il s'agit de choix. Spécifiquement, du genre de choix qui révèle qui sont vraiment les gens, lorsque les règles de la civilisation ne s'appliquent plus. Le scénario de la Demon King Selection est le premier. Le système désigne un survivant comme le Demon King, une cible que tous les autres sont incités à tuer. La récompense pour avoir tué le Demon King est énorme. La sanction pour être le Demon King est la mort, à moins de survivre jusqu'à l'expiration du minuteur. Dokja connaît ce scénario. Il sait comment il s'est déroulé dans le roman. Qui fut désigné, qui survécut, qui mourut, qui trahit, qui dans la rue est désespéré vers la survie. Il connaît la stratégie optimale. Il sait aussi que la stratégie optimale, telle qu'exécutée dans le roman, exigeait de sacrifier plusieurs personnes pour créer une diversion. Et ici, pour la première fois, la connaissance de Dokja entre en collision directe avec sa conscience. La version du roman de ce scénario était efficace. Jung-hyuk le gérait avec une précision froide, minimisant ses propres pertes, tout en tolérant des pertes acceptables parmi des gens qu'il ne jugeait pas essentiels. Le récit présentait cela comme pragmatique, nécessaire. Le coût de la survie dans un monde qui ne récompense pas le sentiment. Dokja ne peut pas faire cela. Il connaît ces gens. Il a passé des semaines avec eux, combattant à leur côté, mangeant avec eux, les regardant pleurer, s'adapter et trouver des moments de rire dans un monde qui s'est éteint. Ce ne sont pas des outils narratifs à sacrifier pour l'efficacité de l'intrigue. Ce sont des personnes. Alors il improvise, il dévie de la solution du roman. Il construit une stratégie alternative qui préserve plus de vie au prix d'un risque personnel plus grand, se plaçant dans un danger que le protagoniste du roman n'aurait jamais accepté, parce que le protagoniste du roman n'aimait pas les gens autour de lui comme Dokja les aime. La stratégie fonctionne. À peine. À des coups réels et douloureux. Des gens sont blessés. La confiance est éprouvée. Dokja fait des promesses qu'il n'est pas certain de pouvoir tenir. Mais tout le monde survit. Et la déviation par rapport à l'intrigue du roman, l'effet papillon de la compassion de Dokja, pousse la chronologie vers un territoire que ces 13 ans de lecture ne peuvent prédire. Les disaster scénarios suivants suivent le même schéma d'escalade. Chacun présente un dilemme moral à l'échelle du scénario. Chacun force Dokja à choisir entre la solution éprouvée du roman et sa propre alternative improvisée. Chacun lui coûte un fragment de sa préscience, à mesure que la chronologie s'éloigne du texte qu'il a mémorisé. La tension est extraordinaire. Dokja ne combat pas des monstres. Il combat l'intrigue elle-même, la structure narrative qui veut que certaines personnes meurent pour la progression dramatique.
C'est un lecteur qui a décidé que l'histoire se trompe, que les sacrifices n'étaient pas nécessaires, qu'une meilleure version des événements est possible si quelqu'un tient assez à les chercher. The Constellations adorent. Un public regardant un homme réécrire l'histoire en temps réel? C'est la performance la plus captivante de The Star Stream. Les queens affluent. Les offres de parrainage se multiplient. Les dieux ne peuvent détourner le regard d'un humain qui traite leur divertissement comme une histoire digne d'être éditée. Mais le coût pour Dokja est réel. Chaque déviation l'épuise, non physiquement, mais cognitivement. Il fait tourner deux versions de la réalité en parallèle, celle du roman, qui lui dit ce qui devrait arriver, et la réelle, qui reflète ces changements. Tenir les deux dans son esprit simultanément, calculer où elles divergent et où elles s'alignent encore, prédire quels éléments de l'intrigue tiendront malgré son interférence et lesquels sont déjà irréversiblement altérés. C'est une forme de travail mental que le protagoniste du roman n'a jamais eu à fournir. Jung-hyuk vivait les événements. Dokja les compare à un texte en temps réel, pendant que des gens auxquels il tient dépendent de l'exactitude de son analyse. Au milieu des arcs, la dynamique entre Kim Dokja et Yoo Jung-hyuk est devenue la relation centrale de l'histoire. Pas romantique, plus fondamentale que la romance. C'est la relation entre un lecteur et le personnage auquel il a tenu pendant 13 ans, désormais forcé de coexister dans le même espace. La mécanique de régression de Jung-hyuk devient de plus en plus centrale. Le régresseur a déjà traversé ces scénarios, non une, non deux, mais des dizaines de fois. Chaque régression le ramène au début avec une connaissance accumulée et un traumatisme accumulé. Il a vu des gens mourir dans chaque configuration possible. Il a essayé chaque alliance, chaque stratégie, chaque approche concevable pour sauver le monde. Et il a échoué. Chaque fois. Le roman que Dokja a lu était le registre de ses échecs. Des centaines de régressions, chacune se terminant dans un monde qui ne pouvait être sauvé. Ce contexte transforme Jung-hyuk d'un protagoniste froid en quelque chose d'infiniment plus triste. Son détachement émotionnel n'est pas une personnalité. C'est du tissu cicatriciel. Il a cessé de tenir aux gens, parce que tenir à des gens qui vont mourir, qu'il a déjà vu mourir, plusieurs fois, dans plusieurs vies, est une forme d'autodestruction que même un régresseur ne peut soutenir. Dokja savait cela par le roman. Il a lu les chapitres où le monologue intérieur de Jung-hyuk révélait le poids du deuil accumulé. Il comprenait intellectuellement que la froideur du protagoniste était un mécanisme de défense bâti par des vies de perte. Mais comprendre intellectuellement et se tenir aux côtés de l'homme sont deux choses différentes. Jung-hyuk regarde Dokja avec suspicion parce que Dokja en sait trop. Mais sous la suspicion, il y a autre chose, une confusion qui frôle la reconnaissance. Dokja traite Jung-hyuk non comme une arme, une menace ou un atout stratégique, mais comme une personne. Il s'adresse à l'humanité que Jung-hyuk a passé des régressions à enterrer. Il évoque des moments et des motivations que Jung-hyuk n'a jamais partagées avec personne, parce que personne n'était là dans ces moments privés, à part l'auteur qui les a écrits et le lecteur qui les a lus. Pour Jung-hyuk, c'est profondément troublant. Pour Dokja, c'est la collision entre fiction et réalité, le moment où le personnage qu'il a aimé sur la page devient une personne dont il voit la douleur et de laquelle il ne peut détourner le regard. L'histoire bâtit leur relation avec une patience extraordinaire. Ils se disputent, ils s'opposent stratégiquement. La compassion improvisationnelle de Dokja contre l'impitoyabilité optimisée de Jung-hyuk. Ils se sauvent l'un l'autre dans des moments où se sauver l'un l'autre exige de sacrifier un avantage tactique. Lentement, à contre-cœur, par accumulation de preuves qu'aucun d'eux ne peut nier, ils commencent à se faire confiance. Pas une confiance simple. Une confiance profonde, celle qui reconnaît que l'autre vous voit clairement, vous voit entièrement et choisit de se tenir à vos côtés malgré tout. Jung-hyuk n'a jamais été vu, à travers toutes ces régressions, par personne. Il a été craint, respecté,
utilisé, combattu, mais jamais vu, jamais compris. La solitude du régresseur est absolue, non parce qu'il n'y a personne autour de lui, mais parce que personne ne persiste. Chaque personne que Jung-hyuk a connue a été réinitialisée. Chaque relation a été effacée. Chaque moment de lien a été écrasé par la régression suivante. Il existe dans un présent permanent, entouré de gens qui le rencontrent pour la première fois à chaque vie, tandis qu'il porte la mémoire accumulée de chaque version d'eux qu'il a vu mourir. Dokja l'a toujours vu. Pendant 13 ans, de l'autre côté d'un écran, il a vu Yoo Jung-hyuk plus clairement que quiconque au monde. Et maintenant, à l'intérieur de l'histoire, il le voit encore. Le poids émotionnel de cette relation est ce qui transforme ORV d'un très bon manhwa de survie en l'une des œuvres déterminantes du médium. Il ne s'agit pas de pouvoir, il ne s'agit pas de système, de scénario ou de constellation. Il s'agit de deux êtres profondément solitaires qui trouvent, dans l'Apocalypse, le lien que ni l'un ni l'autre n'avait pu trouver dans le monde d'avant. Au 100e chapitre, Kim Dokja n'est plus l'homme qu'il était. L'employé de bureau discret monté dans un métro, avec rien qu'un téléphone rempli de chapitres, est devenu un meneur, un stratège, une figure que The Constellations regardent avec une attention fascinée. Son groupe, les gens qu'il a choisi de sauver, les personnages qu'il a refusé de laisser l'intrigue jeter, combat à ses côtés avec une loyauté que le récit original du roman n'avait jamais produite. Mais la transformation la plus significative est intérieure. Dokja a commencé cette histoire en lecteur, observateur, un homme dont toute la relation au monde était médiée par le texte. Il comprenait les choses en les lisant. Il traitait les émotions en regardant des personnages les vivre. Il vivait, à tous égards, à un pas de distance de la réalité. L'Apocalypse a arraché cette distance. Il ne peut pas lire la bravoure de Lee Ji-hye. Il doit en être témoin, se tenir à ses côtés pendant qu'elle combat, voir la peur qu'elle refuse de montrer, comprendre que son courage n'est pas un procédé narratif, mais un choix qu'elle fait à chaque instant. Il ne peut pas lire la croissance de Young Hae-won. Il doit y participer, s'entraîner avec elle, lui faire confiance au combat, reconnaître que la personne qu'elle devient n'est pas celle décrite par le roman, parce que sa présence a changé son histoire. Il ne peut pas lire la douleur de Yoo Jung-hyuk. Il doit la regarder, doit s'asseoir face à un homme mort des centaines de fois et ne pas détourner les yeux de ce que cela lui a coûté. Le lecteur devient un participant, le public devient un personnage, et la connaissance qui ressemblait jadis à l'omniscience, la certitude divine de celui qui a lu la fin, commence à ressembler à autre chose, un fardeau, une limite, une cage bâtie de chapitres et de points d'intrigue que le monde réel a dépassé. Parce que l'histoire que vit Dokja n'est plus celle qu'il a lue. Ses interventions, ses relations, son refus d'accepter les sacrifices du roman, tout cela a poussé la chronologie en territoire inconnu. Le roman ne peut plus lui dire ce qui vient ensuite. Pour la première fois en 13 ans, Kim Dokja ignore la suite. Et pour la première fois en 13 ans, il est vivant. Il ne lit plus la vie, il la vit. Il y a une scène, je n'en révélerai pas les détails, parce que l'impact dépend d'y arriver sans le savoir, où Dokja regarde les gens autour de lui et réalise qu'il ne lit plus leur histoire. Il est dans leur histoire. Ils sont dans la sienne. La frontière entre lecteur et personnage, entre l'homme qui regardait du dehors et l'homme qui saigne à leur côté, s'est dissoute. Et cette dissolution n'est pas triomphale, elle est terrifiante. Parce qu'un lecteur peut refermer le livre, un personnage, non. La transition du cérébral à l'émotionnel est l'accomplissement déterminant des 100 premiers chapitres de ORV. Cela commence comme un exercice intellectuel. Un lecteur avec un avantage unique naviguant une apocalypse pilotée par un système. Cela finit comme quelque chose de profondément humain. Un homme qui apprend que connaître une histoire n'est pas la vivre, et que la réalité brouillonne, douloureuse, imprévisible du fait de tenir aux gens, vaut plus que toute la prescience du monde. Voilà, la partie 1, les 100 premiers chapitres. La fondation. Omniscient Reader's Viewpoint.
Jonjijog Dogjasijom est disponible sur Webtoon, avec le manhwa par Sleepy Sea et Redis Studio qui se met à jour régulièrement. Le roman de Sing Song est complet à 551 chapitres. Ce que j'ai couvert aujourd'hui est le début d'une histoire qui ne cesse de s'amplifier. La politique des The Constellation s'approfondit en guerre cosmique à grande échelle. Les scénarios passent de défis de survie à crises existentielles. L'architecture métatextuelle, l'histoire à propos des histoires, atteint une conclusion qui redéfinit ce que veut dire le mot lecteur. Et la relation entre Kim Dok-ja et Yoo Jung-hyuk devient l'un des partenariats les plus émotionnellement dévastateurs de tout le médium. La partie 2 de cette compilation, couvrant les arcs intermédiaires et tardifs, arrive. Et je vous le dis maintenant, avec une confiance totale. Ce qui vient ensuite fait paraître tout ce que je viens de vous dire comme un prologue. Si vous êtes allé jusqu'ici et que vous en voulez plus, abonnez-vous. Vous l'avez mérité. Manhwa Recap Vault couvre les récits les plus captivants du genre et ORV est la raison d'être de cette chaîne. Merci de votre attention. À la prochaine.